1000 bâtonnets de colle chaude, 325 planches de polystyrène, 50 kg de sable, 45 kg de colle à carrelage, 18 litres de colle blanche, 6 sacs d'écorce, 4 litres de peinture, 2 mecs en slip, un appartement et une éternité d'abstinence ressentie. Oui, j'enregistre cette vidéo depuis ma cuisine. C'est pas terrible, j'en conviens, mais c'est ainsi. Et vous allez voir que c'est presque thématique pour le coup. Mais en fait, c'est surtout parce que la pièce dans laquelle j'enregistre habituellement est toujours dévastée. Et moi-même, j'étais pas dans un état beaucoup plus reluisant il y a quelques jours encore. La cause, mon dernier projet modélisme, qui m'a littéralement mis KO. Et je me permets d'insister sur le mot littéralement, parce que d'une part ça veut souvent dire l'exact inverse aujourd'hui, et d'autre part car j'admets volontiers que moi-même j'ai tendance à bombarder 2000 hyperboles à la seconde dans mes lives, mais là non, quand je dis KO, c'est parce qu'au terme de ce projet modélisme, je rappelle, je me suis réveillé mais vraiment avec le museau contre le carrelage froid d'une cuisine, 3h du matin, en me demandant où je suis, ce que je fous là, et puis pourquoi le sol est vertical dans cette pièce, c'est quand même complètement con. Mais voilà, toujours vivant. Et alors, est-ce que ça m'a donné la rage de vaincre et je signe pour un nouveau projet plus déraisonnable encore? Ou bien, je raccroche les gants, terminez bonsoir et je vous tire ma révérence avec cette dernière vidéo. Dans tous les cas, je vais tâcher de rester youtubeur jusqu'au bout, et m'en tenir à notre strict code du déshonneur qui exige qu'on ne réponde jamais à une question, aussi simple soit-elle, en début de vidéo. Hein? On fait pas ça, nous. Laissez-moi d'abord vous raconter comment c'est arrivé. Il y a un peu plus de 2 ans de ça, sur les live Twitch que l'on faisait alors chaque matin, commence à germer l'idée d'organiser une petite sauterie pour célébrer les 40 000 abonnés de la chaîne YouTube. Warhammer 40 000 abonnés, voilà. Je n'avais jamais organisé de rencontre avec ceux qui regardaient cette chaîne, et puis on se marrait bien sur ces lives, donc c'était surtout un prétexte pour organiser un petit truc sympa. Mais quoi au juste? Une partie de Warhammer 40 000, ce serait pas mal pour une chaîne consacrée à Warhammer 40 000. Le format, 40 000 points, évidemment. Une partie de Warhammer en 40 000 points pour célébrer les 40 000 abonnements, on sait pas encore où on va avec ça, mais en tout cas, reconnaissez que d'un point de vue numérologique, l'harmonie est totale. Une partie géante, donc. Excitation, surenchère collective, problème aussi. 1, je n'ai encore jamais organisé de partie avec plus de 6 joueurs. Et 2, l'idée de nous rencontrer et de réunir toutes nos armées sur un même champ de bataille me plaît, mais elle ne me fait pas rêver. Et oui, car fatalement, demander à chacun de ramener ce qu'il a déjà ne peut donner qu'un patchwork aux couleurs criardes dont chaque pièce, c'est-à-dire chaque armée individuelle, peut bien être magnifique, mais l'ensemble sera finalement très inférieur à la somme de ses composants. Un genre de carnaval impérial affrontant une alliance défiant toute logique entre Eldar noirs, tyrannides, orques, nécrons et puis toutes les forces du chaos. On peut bien tricoter des kilomètres de fluff maison derrière pour justifier tout ça, mais ça ne change pas qu'au bout du bout, sur la table, ça ne racontera rien visuellement. Cependant, une fois qu'on a dit ça, comment faire autrement? Fort de mon inexpérience totale en matière d'organisation d'événements, j'ose dégainer en live une vieille idée qui m'a toujours habité. Une idée aussi excitante qu'exigeante. J'en parle au public, et ils ne disent pas non. Alors peut-être. La décision est prise. Ce sera une partie géante, oui, mais une partie à thème, quel que soit le nombre de joueurs. Il n'y aura que 2 armées, vastes, mais homogènes, cohérentes, comme si chacune de ces 2 armées avait été peinte par un seul homme. Je me chargerai des tables de jeu de mon côté, mais ça implique surtout que chacun des joueurs peigne une portion de ces 2 armées, en respectant scrupuleusement un schéma de couleurs que j'imposerai. Une décision dont je ne mesurais pas encore toutes les conséquences. Le principe est là, 50 joueurs devront peindre 2 armées homogènes de 40 000 points. Je leur laisserai un peu moins d'1 an pour le faire avec, à la clé, la promesse d'une partie géante à thème. Reste à trouver ce thème. Ensemble, nous jetons notre dévolu sur Starship Troopers. Principalement par amour pour les tyrannides de Phil Kelly, dont on pouvait voir tant et tant de photos magnifiques dans les pages du livre de règles V4, du livre Apocalypse, ou des magazines White Dwarf des années 2000. Je sens que le schéma devrait être suffisamment rapide à faire, permissif grâce aux variations de tâches sur les gros monstres, et surtout spectaculaire à grande échelle. Une marée de Gaunt dans ce schéma noir et jaune. Bon sang, ça allait être magnifique. Pour s'opposer à ces tyrannides au style Starship Troopers, des Cadiens peints en gris s'imposaient. D'autant plus qu'ils venaient tout juste d'être refaits par Games Workshop. Ils étaient neufs, ils étaient beaux, ils sentaient bon le sable chaud. Ces kits tout neufs motiveront les joueurs à nous rejoindre. Tout s'aligne à merveille pour notre projet. Projet qui, pour devenir réel, avait besoin d'un nom.
Je n'ai pas eu besoin de le choisir, hein. Un spectateur, Rémi, s'en est chargé à travers une opération de forcing remarquable pour que ça infuse bien dans le groupe. 4. Champagne Ardennes Troopers. Alors c'est simple, hein. Ce nom cumule tous les poncifs des noms d'événements Wargame en France. Un nom en anglais, ouais, mais un type d'anglais foireux bien de chez nous. Le nom de la région qui est toujours fourré là-dedans aux chausse-pieds, au milieu d'un jeu de mots qui n'en est pas un du tout. Un nom qui, par ailleurs, manque jamais de faire lever un sourcil à tout employé municipal quand on doit réserver la salle. Ah non mais ça, y a pas à dire, il a parfaitement respecté les codes. Ce nom était complètement débile, et donc parfait. Merci Rémi. Plus que les tutos peinture à faire, et je pourrais ouvrir les inscriptions. Mais concevoir un schéma de couleur qui doit être méticuleusement reproduit par 25 peintres différents pour chacune des deux armées n'est pas une mince affaire. Il existe beaucoup de bons tutoriels en ligne, oui, mais ce qu'on appelle un bon tuto sur YouTube, c'est en général bien plus une vidéo de divertissement qu'une vidéo de formation. Et les chaînes de tutoriels qui durent et prospèrent dans le temps sont des chaînes de divertissement avant tout. C'est fait pour captiver, inspirer, ou tout simplement détendre. Et certains spectateurs, dont moi, y piocheront certes de bonnes idées ou de bonnes techniques, mais ça n'est pas vraiment fait avec le strict impératif d'être reproduit à l'identique par tous ceux qui regardent le tutoriel. La principale difficulté est tout simplement que la peinture de figurines est quelque chose d'éminemment personnel. De l'approche globale jusqu'au moindre petit détail d'exécution, il sera très difficile d'obtenir un résultat 100% identique avec autant de peintres différents. Mais c'est tout l'enjeu de cet événement, et ça promet d'être magnifique si on y parvient. Par souci de rapidité d'exécution et pour préserver le moral collectif, je décide que l'on minimisera les aplats à faire au pinceau. Pour autant, je sais que je ne peux pas choisir l'aérographe, car une grosse partie des peintres n'utilisent pas cet outil, et ceux qui l'utilisent ne l'utilisent jamais de la même façon. Qu'à cela ne tienne, la couleur de base des tyrannides s'appliquera à la bombe de toute façon, et Citadel vend aussi une très bonne bombe de gris pour les Cadiens. D'ailleurs, je décide de limiter les peintures à la gamme Citadel exclusivement. Décriée à tort ou à raison par certains peintres, elle n'en reste pas moins la plus familière, la plus disponible, ce critère est très important pour un projet collectif, et la plus intuitive tout de même pour peindre des figurines Citadel également. Je mise tout sur le brossage à sec, un choix qui n'avait mais vraiment rien d'évident, car le brossage est typiquement une technique très personnelle et difficile à reproduire avec exactitude. Mais en allant jusqu'à normer les pinceaux à utiliser, les gestes, et en étant très clair sur l'objectif, à savoir une fine ligne d'éclaircissement et rien de plus, on devrait s'en sortir collectivement, j'espère. Pour les tyrannides, brossage gris clair sur sous-couche noire, et les parties jaunes en 3 étapes pour les gaunts et 5 étapes pour les taches des gros monstres. Je mise tout sur des dégradés qui sont incroyablement faciles à obtenir quand on part du jaune vers une couleur crème. Ces deux couleurs se lient à merveille, sans grands efforts, comme par magie. On peut faire des dégradés en une seule étape, c'est absurde. Je veux l'effet Phil Kelly, mais je modernise et simplifie la technique avec les outils dont on a la chance de disposer aujourd'hui. Pour ce qui est des Cadiens, je me base sur le film Starship Troopers. C'est basé sur un film, et souvent d'une difficulté insoupçonnée en vérité, car entre les rendus différents des costumes suivant l'éclairage des scènes, l'aspect réel des mêmes costumes, lorsqu'on les voit dépouillés des effets de colorimétrie d'un film, et l'image mentale dominante qui est restée imprimée dans la mémoire des spectateurs, il faut choisir. On a l'impression d'avoir un modèle qu'il suffit de simplement reproduire, mais j'en connais qui sont devenus à moitié fous en choisissant les teintes de différents types de xénomorphes des films aliens par exemple. Au terme de nombreux essais, j'aboutis à un schéma final en conciliant des considérations pratiques et esthétiques. Le schéma doit être simple à peindre, autant que faire se peut pour l'infanterie de la garde en tout cas, correspondre à l'image mentale imprimée dans la mémoire collective par le film Starship Troopers, bien plus qu'à la réelle couleur des costumes d'ailleurs, et surtout rendre bien face à nos tyrannides arachnides. Donc, pas trop sombre et en excluant le bleu et le jaune. Mais le choix le plus radical concerne les blindés. Au fil de mes essais, je m'aperçois que le lavis ou l'ombrage est finalement la technique la plus longue et difficile à reproduire sans trop déborder avec des lavis acryliques. Or, choisir des lavis à l'huile est inconcevable pour 25 participants n'en ayant pour la plupart jamais utilisé. Mais plus je regarde le résultat sans aucun lavis, et plus je trouve que cette étape, longue et fastidieuse, ajoute finalement moins d'effet que j'aimais à le penser. Alors c'est mieux avec, entendons-nous bien, hein, mais vraiment pas beaucoup mieux. Le brossage avec une couleur très claire et le weathering produisent au moins 80% du résultat et ne demandent que 20% du temps et de l'effort pour peindre le blindage des véhicules. Si jamais vous envisagez de peindre une compagnie blindée ou une escadrille super rapidement, je vous invite à me voler cette technique qui n'en est pas une, se passer de l'étape du lavis dans les creux.
Bon, par contre, ça exige quand même un bon contraste entre la couleur de base et la couleur du brossage des arêtes, qui doit être beaucoup plus claire. Donc, inenvisageable sur des véhicules blancs, ça va sans dire, et plus le véhicule est sombre, mieux ce sera. J'ai mes 2 schémas de couleurs arrêtés et les tutoriels vidéo terminés. Je peux ouvrir les inscriptions, non sans une certaine inquiétude. Les spectateurs de mes lives ne sont-ils que de beaux parleurs? Après tout, c'est peut-être juste l'un de ces projets parmi tant d'autres dont il est doux de discuter, mais gare à celui qui sera assez stupide pour essayer de le concrétiser. Je clique, les billets sont en vente. Je crains de me prendre un bide. Les places sont toutes vendues en 48 heures. Ah! Les participants viennent des 4 coins de la France, de Suisse, de Belgique, d'Angleterre et même du Québec. Nous devrons nous en remettre entièrement à la communication en ligne sur notre groupe Discord pour préparer l'événement. Pour la peinture des figurines, je me sens encore confiant à ce stade. Les peintres sont enthousiastes, les tutoriels me semblent clairs, mais je ne vais pas tarder à déchanter. Ce que je craignais le plus se réalise, des peintres trop différents. Quelques-uns pêchent par excès en voulant toujours en faire un petit peu plus que le résultat attendu, tandis que d'autres semblent assembler et peindre leurs premières figurines. D'autres encore ne donnent aucun signe de vie malgré les très nombreuses sollicitations de ma part à travers tous les canaux à ma disposition. Oh, j'ai de bons élèves aussi, ceux qui commencent à peindre rapidement et conformément aux résultats attendus. Cela me rassure, mais j'ai des craintes quant au nombre de participants qui pourront mener leur projet à terme. Or, la nature du CAT, une partie à thème au format Apocalypse, exige que tous les participants parviennent à peindre leurs armées. Chacun a vraiment un rôle crucial. Bon, je peux me permettre de perdre quelques joueurs sans que ça menace le projet, mais si j'en perds la moitié, alors tous les autres auront acheté leurs figurines pour rien à cause de mon projet foireux. Impardonnable. Je tente d'harmoniser les résultats en répétant inlassablement les mêmes conseils, en public comme en privé. Et là-dessus, je me retrouve moi-même dans la tourmente, avec bien moins de temps disponible que j'aurais voulu en consacrer à chacun d'entre eux. Quelques-uns semblent avoir acheté leur billet comme on achète un jeu vidéo, sans réaliser ce que ça demandait comme effort derrière. Ils occupent une place pendant des mois en ne faisant absolument rien d'autre que parler, et il me faut les remplacer au pied levé. Mais ce ne sont pas les pires désistements auxquels je devrais faire face. Les pires sont ceux de personnes que j'ai appris à connaître à travers mes lives au fil des années, qui avaient l'état d'esprit parfait pour ce projet, et parfois aussi une bonne quantité de figurines peintes à la perfection, mais qui ont dû affronter une terrible épreuve. Accidents graves, licenciements, problèmes de santé importants, burn-out ou encore proches requérant toute leur attention. Dès lors que l'on multiplie par 50 les occurrences de ce genre de choses avec nos 50 participants, ces tristes nouvelles semblent tomber en cascade. C'est dur, parce que c'est des gens que j'aime bien et sur qui je sais que je pouvais compter, mais il faut maintenir le cap pour ceux qui restent engagés. Il faut ajouter ceux qui ont été contraints d'abandonner le projet aussi pour cause d'heureux événements en approche, mais ceux-ci font plutôt sourire et je leur renouvelle toutes mes félicitations d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, je peine parfois à trouver des remplaçants valables et l'échéance approche. L'équilibre des forces est menacé. On manque d'infanterie pour la garde. Je peux modifier le gameplay de la partie, mais visuellement, ça perdra de sa saveur. Et là, coup de théâtre. 2 remplaçants de dernière minute s'avéreront être de véritables machines qui feront bien plus que leur part en peignant des tonnes de figurines en un temps record. D'autres encore redoubleront d'efforts pour combler les trous dans les 2 armées. Admirable. Je n'ai plus à m'inquiéter de la quantité de figurines peintes. En revanche, certaines photos de figurines me semblent encore trop éloignées du résultat attendu pour cet événement. Alors ce ne sera sans doute pas à la hauteur de l'idée que l'on s'en faisait tous ensemble, et je n'aurais réussi à leur transmettre que le rêve de peindre une belle armée à 25. Pourtant je sais tout l'effort qu'ils ont déployé pour réaliser ce rêve, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Je tâche de rectifier le tir jusqu'au bout, parfois avec succès, parfois non. Qu'à cela ne tienne. Nous voilà rendus à quelques jours de l'événement maintenant, et en cumulant mes propres retards pour certaines consignes, ainsi que les retards individuels de participants, l'inquiétude me gagne. Mais je ne dois rien laisser transparaître, et je ne peux plus rien y faire de toute façon, alors, à ce stade, les dés sont jetés. Arrive le jour J, les participants s'accumulent peu à peu dans la salle et disposent leurs figurines. Moi je suis très affairé à préparer la salle, mais je prends un instant pour souffler, jeter un œil, non sans une certaine nervosité je dois dire, au résultat de leurs efforts. Et là, bon sang, je paierais pour revivre cette émotion. Leurs armées sont finalement d'une homogénéité déconcertante. C'était époustouflant. Quelle vision!
bordel. J'en croyais pas mes yeux. Je me suis éloigné, je me suis rapproché, je voulais voir tout l'ensemble, comme les moindres détails. Finalement, en dépit des difficultés traversées par certains, ainsi que mes doutes profonds quant à ma capacité à organiser tout ça, et contrairement surtout à ce que laissaient présager les photos de leur smartphone, auxquelles on peut finalement pas du tout se fier, le succès était total. Des compagnies blindées, des escadrilles d'aéronefs, des pièces spectaculaires, mais aussi des pelotons et des pelotons d'infanterie, tous impeccablement peints, conformément aux attentes. Et puis que dire des tyrannides, les marées de Gaunt, ainsi que les gros monstres aux taches singulières. L'effet Phil Kelly des photos qui me faisaient tant rêver était bel et bien là, et à grande échelle. Finalement, les peintres pros, comme les peintres qui doutaient de leur capacité et s'en pensaient incapables, tous y sont parvenus à la perfection. Et j'en veux pour preuve qu'à la fin du week-end, certains m'ont dit avoir eu besoin de recourir à une petite astuce que l'on avait trouvée pour marquer l'appartenance des figurines, une petite signature sous le socle, afin de s'assurer qu'ils remballaient bien leur figurine et pas celle du voisin, tant elles étaient semblables. Mesdames et messieurs, je n'ai que 2 mots à vous dire. Bravo et merci. Je crois par ailleurs pouvoir dire sans mentir que vous avez accompli collectivement ce qu'aucun autre n'avait osé tenter avant vous dans notre passion. Allez, je vous glisse dans la poche une dernière petite anecdote pour la route. La veille de l'événement, j'ai vu beaucoup de peintres s'affairer autour d'ateliers de modélisme improvisés dans la salle des fêtes. Je me suis dit qu'ils étaient quand même vachement nombreux à avoir du retard sur la peinture, mais n'étant moi-même pas en avance sur les préparatifs, je ne leur tenais pas rigueur évidemment. Et ce que j'ignorais alors, et que je n'apprendrai que le lendemain matin, c'est qu'un des joueurs de la garde s'était en fait pointé avec en guise d'armée des sacs Games Workshop remplis de boîtes achetées plus tôt dans la journée. Et tous ceux que je voyais peindre frénétiquement jusqu'à 4h ou 5h du matin n'étaient pas du tout en train d'ajouter la petite touche finale à leur figurine, mais de monter et peindre toute l'armée encore sur grappe de ce joueur pour qu'il puisse jouer le lendemain. Alors, je m'abstiendrai de nommer ce participant dans cette vidéo publique, bien sûr, ça reste entre nous, mais je tiens tout de même à saluer son audace d'abord, parce que je suis pas sûr que j'aurais osé, et puis, quelque part, à le remercier amicalement, parce que cette anecdote, elle me permet de bien illustrer combien les participants que j'ai eu la chance d'avoir à mon événement étaient incroyables. Oui, alors, Edith sur la vidéo. Petite rectification en poste, cette anecdote est complètement fausse en fait. Je vous la livre telle qu'elle m'a été racontée le lendemain matin, mais on a des bardes peut-être dans le groupe qui ont fait ce qu'il fallait pour rendre l'histoire un peu plus intéressante pour moi le lendemain. Et ils ont su insuffler un peu de magie, parce qu'en vérité, les figurines en question étaient déjà montées et se couchaient. Ce qui rend le tout vachement moins spectaculaire, vous en conviendrez. Mais je laisse quand même l'anecdote, parce qu'elle n'est pas vraie, mais elle est bien quand même, franchement. Alors autant vous dire qu'en voyant l'exploit accompli collectivement par les peintres, je m'en serais voulu de faire jouer tout ce petit monde-là sur une nappe de cuisine. Et c'est pourtant ce qui a réellement failli se produire. Revenons quelques mois en arrière, si vous le voulez bien. Tandis que les participants s'échinent à reproduire mes schémas de couleurs sur leurs figurines, oscillant sans doute entre l'amour et la haine à mon égard, de mon côté, je planifie la réalisation des tables pour notre week-end de jeu. J'ai des idées plein la tête, mais c'est la seule chose dont je dispose vraiment en abondance. Je souhaitais que le prix des entrées soit accessible pour le 4, et que le tri des participants s'opère davantage sur la bonne volonté plutôt que sur le portefeuille. 100 € la place, pour un événement du vendredi soir au dimanche soir, avec la nourriture inclue. 50 joueurs, 100 € la place, 5000 € de budget. Ah, ça peut sembler être une somme rondelette, dit comme ça. Mais c'est peu cher en fait dans le milieu, et pour cause. Un week-end Wargame tout inclus, ça revient un peu à organiser un mariage, avec des invités qui sont certes moins regardants sur la bouffe, encore que, mais plus exigeants sur la décoration de table. Je sais que je devrais rallonger de ma poche, mais j'essaie de rester vaguement dans les clous, alors je budgétise. À la louche, j'estime que la moitié du budget partira dans la nourriture. Et qu'entre la location de la salle, l'acquisition de la petite sono indispensable, les outils de modélisme, les consommables, 1500 € supplémentaires seront à débourser. 5000 € moins 2500 moins 1500 égale 1000 €. J'estime à 15 la quantité minimale de tables requises pour éviter le fameux effet parking que l'on voit parfois dans des parties Apocalypse. 1000 €, 15 tables, 66 € par table d'1m80 par 1m20, serré. Très serré. Mais c'est alors que Fred Speedy, un Zazou émérite, se manifeste et paye la location de la salle pour tout le monde.
Ça revient indirectement à rajouter 500 € de budget pour tout le reste. Une aide précieuse dont je souhaite le remercier une fois de plus aujourd'hui. Merci Fred. Ça nous ramène à 100 € par table. Elle est toujours serrée, mais déjà beaucoup plus raisonnable. Mon plan initial était raisonnable aussi. Commander des tapis néoprène géants imprimés chez Torek, faire quelques volumes rocheux avec des techniques que je maîtrise, et puis, surtout, spammer sans vergogne un splendide kit de décor maison modélisé en 3D sur lequel nous travaillons avec un sculpteur. Je mise sur la modularité extrême de ce kit de décor, son charme et les possibilités qu'il offrira en termes de jeu narratif. Un ancien laboratoire impérial labyrinthique, incrusté dans la roche, sur une planète désormais infestée de tyrannides. On pourra jouer en surface comme en souterrain. J'outrepasserai légèrement le budget avec ce plan et me connaissant, je ferai sûrement un choix complètement déraisonnable en cours de route qui fera encore augmenter mes dépenses, mais ça restait une approche globalement quantifiable et donc plutôt raisonnable. Ce ne serait pas facile. Je sous-estime sans doute un peu le temps de peinture à consacrer au bâtiment, mais avec des méthodes simples, je devrais parvenir à le faire seul. Et là, la tuile. Le modèle 3D du bâtiment ne sera pas prêt à temps. Il n'y a pas vraiment d'alternative pour avoir autant de bâtiments qualitatifs à un faible coût. Je dois trouver un plan B. À ce stade, l'aide d'un ami serait quand même la bienvenue après ce revirement. Mais Tim et l'Espagnol ne veulent pas toucher au dossier 4, même pas avec un bâton. Je peux pas leur en vouloir, il est évident que ça empêche le projet foireux, trop ambitieux pour un premier événement. C'est peut-être ce qui me plaît d'ailleurs. Mais au cours d'une après-midi hobby qui nous réunit tous les trois, je tente le tout pour le tout. Alors, autant vous dire que l'honnêteté n'est pas de mise, ça on l'aura bien compris dès le départ. Mais je peux commencer, par exemple, par jouer la carte de la psychologie inversée, très efficace sur l'Espagnol. Seulement, je sais que ça aura exactement l'effet inverse sur Tim, qui, en se braquant face à une tentative de manipulation aussi grossière, faut bien le dire, annulera par rebond l'effet sur l'Espagnol. Les petits Jedi tricks sont inefficaces sur Tim. Seul l'arcane ultime de la bromancie, c'est-à-dire l'appel à l'aide ou d'une amitié inconditionnelle, a une chance de fonctionner sur lui. Mais là encore, ça aurait l'effet inverse sur l'Espagnol. Il faut que je les chope un par un. J'attends patiemment le bon moment pour abattre ma première carte, seul à seul avec l'Espagnol dans la cuisine. Et ça mord. Mais la conversation s'éternise. Si bien que Tim revient et contrecarre mon sortilège. Et ça y est, toutes mes petites pirouettes rhétoriques ne sont récompensées que par une copieuse couche de trollage. Bon, c'est bien légitime, mais enfin, n'ayant pas réussi à les embarquer, moi, je me prépare à une longue traversée en solitaire. Mais de l'insondable océan algorithmique de YouTube jaillira une recommandation de vidéo providentielle. Un beau soir, l'Espagnol m'appelle sur Discord. Il venait de voir une vieille vidéo d'un Allemand fou qui montrait comment faire une belle table désertique en un jour. Il s'agit d'une excellente vidéo de Geek Gaming Senix, qui d'ailleurs n'est ni allemand ni fou, mais enfin, que voulez-vous. C'est l'histoire que l'on préférera se raconter par la suite avec l'Espagnol. Sans doute un peu pour nous dédouaner de la décision que l'on s'apprêtait à prendre. Et si j'osais faire des décors à l'ancienne, avec des vraies tables de jeu, en dur, le retour aux sources, c'était l'occasion ou jamais. Bon sens que ça faisait envie. À l'évidence, seul, je ne pourrais y parvenir dans le délai imparti, et le budget risquait de s'envoler. Mais cette approche est si excitante que l'Espagnol est partant pour venir faire les décors avec moi, et ça n'a pas de prix. Merveilleux. Nous voilà deux maintenant dans cette aventure. Certes, la difficulté du projet vient aussi de monter d'un cran. Et d'ailleurs, ce youtubeur ni allemand ni fou ne parvient finalement pas du tout à finir sa table en 24 heures dans sa vidéo. Ce qui aurait dû nous alerter d'autant plus, mais cette information est occultée par notre enthousiasme. On avance dans le temps, je vous épargne les détails ennuyeux, mais les circonstances extérieures feront que nous ne pourrons nous mettre véritablement à l'œuvre que 5 semaines avant l'événement. 5 semaines et au minimum 15 tables à faire. Ça s'annonce brutal. Alors nous saluons bien nos compagnes que nous ne reverrons pas avant longtemps et l'Espagnol débarque chez moi avec son baluchon. On rentre dans le dur. Le premier choix à faire, et à faire rapidement, était celui de faire une seule table géante ou plusieurs tables aux dimensions standards représentant différents champs de bataille sur une même planète. En considérant bien les avantages et inconvénients des deux options, nous préférons nous lancer sur une table géante, car il n'y aura rien de tel pour donner l'impression immédiate d'une grande bataille à laquelle tout le monde participe. Bien sûr, on peut toujours expliquer par le fluff que les différentes tables dans une pièce sont en fait différents lieux stratégiques sur une même planète et que tout est lié par la trame narrative, mais on ne le voit pas. Et en ce qui nous concerne,
plus on avance dans le jeu narratif et plus on a tendance à considérer que ce qui ne se voit pas directement sur les tables n'existe pas. Une très grande table donc. Cela me ramène instantanément à une discussion que j'avais eue avec François, l'un des organisateurs passionnés et passionnants des Apolympiades. Il y a quelques années, nous avions discuté de la disposition des tables pour une partie Apocalypse. Le facteur limitant est toujours le même, la longueur moyenne d'un bras humain. Si on dispose toutes les tables pour former un immense carré, comment en atteindre le centre pour déplacer les figurines? À moins d'avoir des bras de 4 mètres ou de descendre en rappel au-dessus, on ne peut pas atteindre le centre. Si on aligne toutes les tables en longueur, on est au maximum de la jouabilité, mais on a une ligne de front immense où il n'y a aucune interaction possible entre des figurines trop éloignées. Ça ressemble beaucoup à des parties classiques, mises bout à bout. On reste face à son adversaire. Se déployer dans la largeur d'une table aussi longue permet de faire de beaux déploiements et accroît considérablement l'impression que deux armées populeuses marchent l'une vers l'autre, mais limite grandement l'intérêt du mouvement avec des armées quasiment monolithiques, à l'étroit dans cette largeur d'1,20 m. Restent les dispositions en U, en T ou encore en I, très pratiques mais pour lesquelles il faut accepter un haut degré d'abstraction et concéder sur l'esthétique. Enfin, il existe une approche hybride un peu plus sympa, celle qui consiste à relier les tables par des ponts, artificiels ou naturels, pour que tout soit lié, mais que l'on puisse tout de même circuler pour manipuler les figurines. Avec François, nous avions évoqué une autre voie, faire une grande table, trop grande pour être jouable à vrai dire, mais y intégrer aussi naturellement que possible un ou des trous dans lesquels les joueurs pourront se glisser et depuis lesquels ils atteindront facilement les figurines inaccessibles autrement. Ces trous dans la table peuvent avoir une forme carrée ou rectangulaire et leur contour peut correspondre à l'emplacement d'un mur d'enceinte d'une forteresse ou tout autre bâtiment impérial. L'intérieur de cette structure pouvant être jouable sur une table à part par exemple, ou bien avoir une forme plus irrégulière pour représenter un canyon ou un volcan par exemple. Au passage, j'imagine que jouer en se tenant physiquement au centre d'un volcan va donner l'impression d'être un genre de divinité tellurique l'espace d'un instant. Glorieux. Mais bon, alors, pour y accéder dans tous les cas, quelle soit la forme du trou, les joueurs devraient passer sous la table. Mais au moins celle-ci pourrait avoir des dimensions vraiment à la mesure d'une bataille gigantesque. Cette vieille idée, prometteuse, quoique un peu bancale si on y réfléchit bien, servira finalement de base au design de la table du 4. Nous nous lançons dans les croquis avec l'espagnol. Le trou central, nécessaire pour accéder aux figurines, devient un genre de crypte d'où émergeront les tyrannides, puis cette crypte se métamorphose à nouveau en une sorte de bouche et vient se loger, en partie à flanc de montagne, de sorte que cette montagne creusée forme comme une arche à travers laquelle les joueurs tyrannides devront passer pour accéder à leur bord de table. Les tyrannides jailliront de l'intérieur de cette espèce de gueule béante dans le désert, la Xenocrypta primordialis, au cœur de laquelle se trouve la reine Norne de cette flotte ruche, tandis que les impériaux arriveront par les bords de table extérieurs. La montagne devra être très haute pour qu'un homme puisse passer debout à travers la grotte. Ça évitera de devoir passer à quatre pattes sous les tables pour accéder au centre. Ce qui semble super marrant dit comme ça, mais bon, j'aurais eu l'air fin si les jours J je m'apercevais que j'avais dans le groupe des joueurs à mobilité réduite. Et puis quand bien même, on a 25 joueurs qui devront passer en dessous des tables régulièrement. Ça risque de me faire des emboutteillages façon Human Centipede là-dessous. Oh, non, quel enfer. Mais cette montagne permet aussi et surtout de faire un élément central énorme. Du volume, du volume, du volume. C'était notre mantra pendant la préparation du 4. En effet, lorsque nous avions publié notre rapport de bataille sur Andova épisode 2, nous nous sommes aperçus que la majorité du public semblait beaucoup plus sensible au gros volume sur les tables qu'à toute autre chose. À titre de comparaison, bien qu'on n'ait certainement pas à se plaindre par ailleurs de la très bonne réception réservée à notre table Eldar Noir faite précédemment, elle ne semble pas faire un effet aussi percutant qu'une très grosse montagne sur les joueurs. Ce qui pourtant est plus simple et rapide à faire. On mise donc tout sur de gros volumes naturels. Ça reste le moyen le plus raisonnable qu'on avait pour essayer de faire rêver un petit peu les gens avec un budget serré et si peu de temps devant nous. Le polystyrène sera donc naturellement notre meilleur allié. On vise un rendu des textures similaire à ce qu'on peut voir dans le jeu Starship Troopers Terrain de Command, qui est un très bon jeu de stratégie au demeurant, mais surtout une excellente source d'inspiration pour notre projet. Je reçois mes planches. 250 pour la première fournée, 1500 €, le budget décor est déjà complètement cramé, on est bien, c'est parti. On commence toujours par assembler 3 planches de polystyrène ensemble pour former une seule table de 6 pieds par 4 pieds, le format historique des tables Games Workshop. Des pics en bois placés en croix aux intersections, de la colle blanche. Le manque de temps et d'argent nous interdit d'envisager des coffrages en bois pour solidifier l'ensemble. C'est ça ou rien. On devra s'en remettre à la seule résistance du polystyrène et croiser les doigts.
Puis, on esquisse les contours des volumes surélevés sur les tables et on découpe ensuite ces mêmes formes dans le polystyrène. De tous les outils dont nous disposions pour couper ce matériau, le plus efficace pour l'usage que l'on en fait s'avère être le couteau chauffant. Une fois tous les volumes en place, nous texturons les surfaces verticales en collant de l'écorce de pin marin avec de la colle chaude. Mais pour bien donner l'impression d'un volume rocheux naturel, il faut généreusement combler les interstices avec du papier mâché ou de la colle à carrelage. Après 24 heures de séchage, nous passons une très généreuse couche de Mod Podge, un genre de colle à bois mais qui devient très dur en séchant. Puis, on passe à la peinture de la couche de base. Nous utilisons pour ce faire un aérographe simple action, bon marché. Ce n'est pas l'outil idéal, franchement, trop long à utiliser pour de grandes surfaces, mais ça reste vaguement utilisable en intérieur. Enfin, faut bien avouer qu'au bout d'un moment, il y avait un brouillard acrylique dans la pièce. Ça économise quand même beaucoup de peinture et ça permet de bien atteindre les petits interstices. La peinture se poursuit avec un premier gros brossage à sec de peinture marron, puis un second, tout léger, de jaune, uniquement sur les arêtes. Et enfin, il faut peindre les pics tyrannides en suivant le schéma des figurines, tout simplement. Vient ensuite le moment d'appliquer le sable, et en choisissant un beau sable qui nous plaît, avec des nuances de couleur et de texture, on économise l'étape de la peinture. On jette notre dévolu sur les sables de terrarium de la marque Exoterra. Avec un savant mélange de jaune et de rouge, on obtient un truc sympa. Il faut d'abord tamiser un peu notre mélange pour en enlever les plus gros cailloux, puis on tartine les tables de Mod Podge, zone par zone, on saupoudre notre sable par-dessus. C'est peut-être l'étape sur laquelle on a le plus ramé alors qu'on pensait déjà la maîtriser. Pas si simple en fin de compte d'obtenir un résultat satisfaisant et homogène sur toutes les tables, sans compter qu'on doit économiser ce précieux sable qui était en rupture partout et dont on craignait de manquer, ce qui aurait été catastrophique honnêtement. Difficile d'estimer la bonne quantité dès le départ. Pour un résultat plus naturel, on met plus de sable rouge au pied des montagnes et plus de jaune loin de celle-ci. Une fois la colle sèche, on se presse sur la table de la Scenic Glue, qui n'est jamais que du Mod Podge dilué dans 3 fois son volume d'eau avec 2 gouttes de produit vaisselle. Et voilà, ça permet d'obtenir un rendu proche du jeu Starship Troopers Terrain de commande, et on s'estime satisfait du résultat car ça ressemble beaucoup à l'inspiration. Mais nous sommes plus qu'inquiets sur les délais. En effet, ça a l'air si simple résumé ainsi, et de fait, ce n'est pas compliqué du tout. Mais chaque étape est longue, si longue. Je pense que une table comme celle-ci peut se faire en un week-end, c'est faisable. En revanche, faire 15 tables en 30 jours est beaucoup plus compliqué, ce qui est un peu paradoxal. Ça devrait être plus rapide en toute logique, mais ça s'explique par le manque d'espace. Nous sommes de plus en plus à l'étroit chez moi, et nous perdons beaucoup de temps à devoir déplacer sans cesse les tables pour chaque étape. En parallèle de la table principale, nous devons avancer sur les tables annexes. La table spatioport, la table artillerie, les tables souterraines, car les gardes devront pouvoir rentrer dans les grottes, et enfin la table du boss final. Ça va être très juste pour les tables annexes. Et là, coup du sort, un joueur qui avait un rôle crucial ne répond plus du tout. Il devait s'occuper de peindre 10 Valkyries absolument essentielles lors de cette bataille, car les volants permettaient de déplacer des escouades d'infanterie, et surtout de déployer des renforts aux points clés. Ce joueur était pourtant très investi et très fiable, mais on ne peut plus attendre qu'il décroche. C'est trop tard. Il faut prendre une décision. On peut compter sur un autre joueur qui ramènera 3 volants supplémentaires. Excellent. Et nous commandons 8 Arvus Lighter de notre côté pour pallier au manque. Ça paraît vraiment difficile d'en déléguer la peinture à des participants déjà bien affairés, et quitte à faire un trou supplémentaire de 500 € dans le budget, on préfère pouvoir garder ces volants par la suite, donc nous devons les peindre nous-mêmes, en plus du reste. J'apprendrai plus tard que le joueur qui ne répondait plus a eu un grave accident. Et encore un coup au moral. Les Arvus, qui sont par ailleurs des kits magnifiques que je vous recommande, s'avèrent bien plus longs à peindre que prévu. Une autre erreur d'estimation concerne les coffrages en polystyrène. Car en effet, le champ de bataille principal comporte une élévation progressive. Les tables du fond se trouvent 40 cm au-dessus des tables de devant et nous décidons de réaliser des coffrages qui permettront d'économiser beaucoup de planches de polystyrène, qui ne sont pas gratuites. Mais ces planches n'étant jamais parfaitement droites d'origine, et les coffrages à réaliser étant très nombreux, cela s'avérera être beaucoup trop long à faire. Alors, au dernier moment, nous décidons de commander une nouvelle fournée de polystyrène pour nous affranchir des coffrages qu'il restait à faire et mettre des planches pleines à la place. 1000 € de pénalité, mais autant vous dire qu'à ce stade, on ne tient plus compte du budget depuis longtemps. Seul le temps nous importe. Les jours défilent, l'échéance approche, on n'a pas encore commencé à travailler sur les tables annexes et la table principale n'est toujours pas prête. De toute évidence, il va falloir rogner sur le reste. Alors, l'Espagnol me dit que je dois oublier les souterrains.
Et ça me crève le cœur, parce que ça permet d'introduire un élément de gameplay qui aurait été génial pour les joueurs. Jouer à la fois en surface et en sous-sol, et surtout parcourir les méandres labyrinthiques de la structure tyrannide vivante, en ne sachant pas si on allait tomber sur 3 spores mines ou un tervigon à la prochaine intersection. Et par-dessus le marché, j'avais trouvé une technique super rapide et efficace pour modéliser ces souterrains organiques. Je crève encore d'envie de réaliser ces tables-là. Mais, de toute évidence, l'Espagnol avait raison, il fallait bien concéder sur quelque chose et ça ne pouvait être que ça. C'était là un défaut majeur et non anticipé, je dois dire, de mon approche pour la grande table principale. On ne pouvait rien en retrancher. Impossible de supprimer l'une des tables qui composent la grande table puisque elle perdrait alors tout son sens. C'était tout ou rien. Et à une semaine de l'événement, ça risquait fortement d'être rien. Pour autant vous dire que si j'échouais sur ce coup-là, je fermais boutique. Impossible de refaire un live en public après avoir emmené 50 personnes dans le mur. Non. Planet Wargame c'était terminé, et moi je retournais bosser à la mine ou autre chose. Alors, le jour, nous continuons à poursuivre un objectif que nous savons pourtant inatteignable. Et la nuit, nous en appelons aux tempêtes et aux orages, à la foudre et au feu. Nous rêvons de catastrophes plus ou moins naturelles, s'abattant providentiellement sur la salle des fêtes. Juste un espoir d'étincelle, de court-circuit, nous menant loin de nos obligations. On ne demandait pas forcément grand-chose, juste suffisamment de victimes pour donner un peu de crédit à la cause d'annulation de l'événement, mais pas de morts inutiles. Mais non, rien. Que dalle. Cependant, l'idée du naufrage annoncé de la chaîne ne me déprimait pas pour autant, car je me disais qu'on pourrait toujours vivre ce week-end comme le dernier live de Planet Wargame. Vraiment, en direct pour le coup, avec nos spectateurs les plus fidèles, et je commanderais juste un petit peu plus de champagne que prévu, afin de partir dignement. Et je dois dire que l'enjeu important n'a jamais entamé la bonne humeur de l'Espagnol non plus, ni les moments de fou rire ensemble. Je lui suis très reconnaissant pour ça. On s'est vraiment fendu la poire jusqu'au bout. Jusqu'au dernier jour, malgré tout. C'est bon. Ah oui. Ah oui, bah oui. Le 4, c'est demain soir. On est encore en train de mode poche. On oscille entre une euphorie totale et l'envie de croquer du Xanax comme des bonbons. Arrive donc ce jour fatidique. La table principale est presque terminée. La table spatioport, terminée. La table ciel pour les volants est absolument ignoble, mais elle est fonctionnelle, on va dire. En revanche, oui, la table artillerie n'est pas encore commencée, et la table du boss final non plus. Mais la table artillerie ne sera nécessaire que le lendemain matin, et la table du boss peut attendre dimanche. On a donc encore quelques heures disponibles pendant que les gens jouent. Je me dois d'accueillir les participants, bien sûr, et je suis ravi de constater que l'effet de la grosse montagne semble vraiment fonctionner à merveille sur eux, mais ce n'est pas le moment de mollir, il reste tant à faire, je retourne bosser. Car, en plus des 2 tables manquantes, rien n'est vraiment prêt au niveau de la logistique et du gameplay, ça va sans dire. Au final, la table artillerie sera faite le samedi matin, en 2h30, montre en main, grâce à l'aide de Nicolas de My Miniwar à qui on doit une fière chandelle, pour ça comme pour tant d'autres choses. Bien sûr, elle a dû être considérablement simplifiée, cette table, mais elle était bien quand même, et 2h30 pour une table de Wargame à l'ancienne, c'est peut-être bien un record, j'en sais rien. Enfin, elle était prête pile à temps pour le début de la partie. Soulagement. Quant à la table du boss, la toute dernière, elle a entièrement été faite dans la nuit de samedi à dimanche. C'était pourtant censé être notre pièce maîtresse, celle que l'on avait vraiment hâte de faire, tant cette partie du projet nous excitait. Il faut dire qu'elle devait accueillir une pièce sculptée par Monsieur Blackmore que nous trouvions magnifique. Une reine Norne, sculptée au cours d'une seule soirée en visio tous ensemble. Dans le lore tyrannide, les reines Nornes sont d'une importance capitale. C'est elles qui engendrent chaque créature d'une flotte ruche et régissent le moindre de leurs mouvements. C'est donc le plus proche équivalent du cerveau de Starship Troopers, même si l'apparence n'a rien à voir. Enfin du moins, le peu que l'on sait de leur apparence, car il n'existe pas d'illustration officielle représentant une reine Norne, seulement une description très évasive et confuse de ce à quoi elle peut ressembler dans un roman. Alors on prend ces quelques lignes de description, et la sculpture du neurotyran qui nous apparaît comme étant un bon point de départ, et on croise les inspirations pour sculpter cette créature. Alien 2 et Alien 4, bien sûr, mais également Isha dans StarCraft, et l'espèce de sorcière que l'on peut voir dans Captain EO, l'attraction disparue de Disney que j'avais eu la chance de voir étant enfant et qui m'avait marqué. C'est un genre de mini-épisode de Star Wars, mais avec Michael Jackson. Je peux pas vous le décrire autrement. Enfin, ça vaut le détour pour ceux qui connaissent pas. Monsieur Blackmore a vraiment fait un travail remarquable, et nous comptions bien faire une table qui soit un bel écrin pour accueillir un tel bijou. Cette table, on la voulait grande, ronde, oui, une table ronde,
organique, avec un style un peu à la Giger, des effets de lumière et de fumée, des parties mobiles, une mécanique de boss finale bien huilée. C'était dans nos cordes, vraiment. On aurait pu la faire en quelques jours seulement. Mais pas en une nuit. Cette nuit-là a été la pire session modélisme de toute ma vie. En fait, le manque de sommeil cumulé pendant tout le mois nous rattrapait. Franchement, c'était pas beau à voir. Hein. Et s'il faut tout dire, vers la fin, tandis que je peignais l'arène et que l'Espagnol terminait la table, je l'entendais murmurer des propos complètement incohérents derrière moi. Un peu inquiétant aussi, je dois dire. Et il me confiera plus tard avoir réellement eu des hallucinations cette nuit-là. Et moi, sur le coup, j'ai rien osé dire. J'étais tellement à côté de mes pompes. Vraiment, je me souviens vaguement m'être demandé si c'est pas moi qui ai inventé ces mots qu'il ne prononçait pas. Et puis en plus, j'avais besoin de toute ma concentration pour peindre l'arène parce que j'ai jamais eu ça. Je voyais réellement la figurine en double. Et si bien que mes coups de pinceau manquaient la cible une fois sur deux. En milieu de matinée, la table de l'arène était prête, mais elle n'était que l'ombre de ce qu'elle aurait dû être. Cette table reste notre plus grande déception à ce jour, suivie de près par l'absence des tables souterraines. Mais l'essentiel était là. La partie pourrait avoir lieu jusqu'à son dénouement final. Les joueurs semblaient avoir retrouvé une âme d'enfant en passant à travers la montagne, et puis en jouant à différents niveaux du champ de bataille. C'était là le plus important. L'ambiance était vraiment extraordinaire. Les volontaires nous ont spontanément aidés à finir la peinture de pics tyrannides pour le décor, ou la peinture des Arvus inachevés, et pour tant d'autres tâches logistiques encore. En fait, c'était inespéré de la part de ceux qui étaient encore des inconnus à ce stade. Ça me fera foirer mon test de commandement au moment du discours de lancement de la partie. Ouais, toute l'aide qu'ils nous avaient apportée depuis la veille m'avait énormément touché, mais alors là, depuis la scène, je voyais tout leur visage comme ça. Et ils avaient l'air familiers, comme s'ils les connaissaient depuis toujours. Je les trouvais beaux, putain. Et alors, j'ai craqué, j'ai chialé comme une merde. Mais en attendant, je voudrais quand même déjà, avant même que la partie commence, remercier tous ceux qui sont dans cette salle pour leur aide ponctuelle sur telle ou telle tâche, la peinture de telle ou telle chose, finaliser ceci, finaliser cela, sopler encore des figurines pas terminées de notre part, apporter la touche finale à la table. Franchement, c'est incroyable. On a essayé de faire tout ça en 30 jours avec l'Espagne. Il fallait le dernier sprint sur la dernière ligne droite et vous l'avez fourni tous collectivement entre hier et aujourd'hui, donc ça me touche. Et le 1 sur le test de commandement dès le début. Ils ont continué à nous aider, et couverts de compliments tout le week-end, compliments qu'on n'écoutait que d'une oreille, nous, tout en scrutant les défauts de nos tables à droite à gauche, par rapport à ce qu'elles auraient pu être, avec juste un tout petit peu plus de ressources. Mais justement, les ressources, 30 jours, 16 tables, moins de 100 € de budget pour chacune d'entre elles, de mecs en slip inexpérimentés. Alors, en vidant la salle, on se sent frustré bien sûr de ne pas avoir pu concrétiser toutes les idées qu'on avait pour ce 4, mais on se dit qu'on s'est quand même pas trop mal démerdé avec mon copain pour notre tout premier événement Wargame. On voulait faire mieux, bien sûr, mais au moins on sait qu'on a vraiment essayé de faire tout ce qu'on pouvait avec les moyens qui étaient les nôtres pour essayer de faire rêver un petit peu les gens. Après ce week-end riche en émotions, je m'empresse de monter et publier une courte vidéo du 4 et je file. Cap sur Ithac, où m'attend ma petite Pénélope personnelle. Ignorante encore, telle Ulysse. J'ai vraiment écrit ça. Telle Ulysse donc, qu'une dernière épreuve m'y attendait. Je les ai un peu chargés les cliffhangers entre les paragraphes. Désolé. Faut oser quand même. Bon. Après un long mois où l'on ne dormait que peu ou pas du tout, en ne nourrissant par ailleurs que de barres de céréales, j'arrive chez ma nana avec la ferme intention de ne rien foutre. Erreur. Trop de repos d'un coup. Trop agréable. Choc thermique.
Il paraît qu'on appelle ça la décompensation. Enfin, ça a peut-être à voir avec les substances un peu toxiques qu'on a inhalées pendant tout un mois aussi. Tout ce que je sais, c'est que je me retrouve avec une douleur dans le dos et les poumons tels qu'elles m'empêchent de bien respirer. Et sans que je le voie venir du tout, je finirai par m'évanouir dans la cuisine en pleine nuit. Bon, pas bien longtemps, mais quand même, juste assez de temps pour que je me dise au réveil, ouais, j'y suis allé un peu fort sur le modélisme là quand même. C'est pas censé se passer comme ça. Et puis, enfin, vraiment, quitte à en crever, j'aurais au moins pu le faire sur scène, pas dans la cuisine, là, ça n'a aucune allure cette affaire. Et j'apprendrai plus tard que c'est pas beaucoup mieux pour la moitié ibérique de leur gars. Je me fais engueuler, parce que je leur ai rendu un espagnol amaigri et affaibli. Bon, ma convalescence a duré 2 semaines, loin de chez moi, avec le dos bloqué, ce qui m'a laissé tout le temps de réévaluer mes choix de vie. Mais alors, pour en revenir à la question initiale, ai-je envie de recommencer un truc pareil? Ai-je seulement envie de continuer le hobby après un projet aussi infernal? Bien sûr que oui. Je suis prêt à recommencer, on est prêt à recommencer. Et à en faire 2 fois plus même. Vraiment, on n'a qu'une seule envie, c'est de faire mieux la prochaine fois. Même pendant les 2 semaines où je ne pouvais rester ni debout, ni assis, ni allongé, juste bloqué de manière absurde en permaposition crevette cocktail, j'avais un sourire béat aux lèvres. C'est juste de trop bons souvenirs, de francs moments de camaraderie comme je les aime. Donc, je suis de retour et plus motivé que jamais. Ne serait-ce que par rapport au 4, j'ai encore tant de choses à vous montrer ou à vous dire pour retranscrire ce que les gens ont fait. Donc attendez-vous à d'autres vidéos et lives dédiés sur le sujet. Mais en tout cas, cette bouffée de réalité nous donne envie de faire beaucoup plus d'événements avec vous. Alors par contre, attention, il y a une chose qu'on recommencera jamais avec l'espagnol, on est d'accord là-dessus. Et cette chose, c'est de nous lancer dans des projets si volumineux sans atelier dédié. Impossible. En fait, pendant qu'on bossait sur le projet, on s'est posé plusieurs fois le dilemme suivant à différentes étapes. Est-ce qu'on préférerait avoir 10 amis compétents qui débarquent pour nous aider à terminer à temps, avoir 10 000 € à dépenser, avoir 10 semaines de plus ou multiplier par 10 la taille de mon logement? Et plus on avançait, plus il nous apparaissait évident que c'est l'option vraiment la moins alléchante de prime abord qui finalement avait le plus de valeur. L'espace. Juste travailler sans être à l'étroit. Ça changerait tout. Parce que la main-d'œuvre ne sert à rien si on n'a pas l'espace nécessaire pour en tirer parti. Ça sera même plutôt de l'encombrement supplémentaire. Le temps serait un bon second choix, c'est vrai, mais il faut dire que le manque d'espace nous fait perdre énormément de temps, justement, et que ce serait tout de même dommage de faire en 3 mois ce que l'on peut faire en un seul, avec de la place. L'argent a ses limites. On ne peut pas acheter les tables du 4 toutes prêtes, et le coût du travail déclaré pour trouver 2 autres gugus qu'il ferait à notre place est bien supérieur à 10 000 €. Et finalement, la meilleure utilisation que l'on pourrait faire du pognon serait de louer à l'arrache un espace pour pouvoir bien travailler. En y réfléchissant bien, c'est vrai qu'en choisissant les 10 000 €, on pourrait sans doute louer une grange ou un local pendant 1 mois sans contrat en urgence et puis garder quelques milliers d'euros de monnaie. Mais enfin, la leçon essentielle, c'est que c'est bien l'espace qui changerait tout. Beaucoup moins de temps et d'énergie perdus à bouger toutes les tables en composant avec les temps de séchage. Et surtout, éviter de ne décorer les tables côte à côte que le jour J. Ce qui permettrait de mieux en travailler les jonctions, les reliefs, pour obtenir un résultat bien plus beau. Alors, si vous souhaitez vous joindre à nous dans cette nouvelle quête d'un atelier, n'hésitez pas à rejoindre le cercle des Gentlemen Wargamers sur Tipeee, ou à faire un don à la chaîne. Je vous garantis un live privé par semaine désormais sur Tipeee, et vous contribuerez à nous faire passer un cap pour faire des projets comme celui-ci, avec bien plus d'efficacité. Et qui sait, en doublant le nombre des Gentlemen Wargamers, on pourrait même caresser l'idée d'aller plus loin qu'une simple location d'atelier, et envisager d'acheter un lieu pour en faire un genre de Warhammer World français. Officieux, bien sûr, et surtout plus modeste au départ, mais peut-être d'autant plus glorieux pour ça, justement. Mais qu'on se comprenne bien, moi je vous parle pas juste d'un de ces bars à jeux geeks branchés qu'on trouve dans toutes les grandes villes maintenant, et encore moins d'une salle d'entraînement pour l'espèce de mi-sport qui est en train de devenir 40K. Non, c'est pas le projet. Je vous parle d'un vrai temple du hobby authentique, où tout gentleman wargamer pourrait venir faire une petite retraite spirituelle le temps d'un week-end, venir jouer sur les tables de nos rapports de bataille par exemple, participer à des projets modélisme audacieux aussi, ou tout simplement boire un verre de rhum au coin du feu, un vieux White Dwarf à la main, entouré de gens de bon goût. Et histoire de commencer à tâter un peu le terrain, j'ai eu la curiosité d'aller visiter une ancienne discothèque en vente dans ma petite ville, 900 mètres carrés. Pas très cher. Et regardez-moi cet espace et imaginez ce qu'on pourrait en faire. Et puis ne serait-ce pas une belle victoire que d'arracher ce lieu au Yes Life et d'y planter notre drapeau de gros nerd? Et en plus, j'ai cru comprendre que c'est dans cette discothèque que mes parents ont commencé à se fréquenter. Mais
Ça, pour être honnête, je sais pas encore trop quoi en penser. C'est peut-être un argument contre. Enfin bon, si c'est pas ce lieu-là, ce sera un autre. Et puis, rien de presse. Avec ou sans grands moyens, on continuera à faire ce qu'on fait. Mais quand même, ne serait-ce pas magnifique d'aller plus loin? En tout cas, hâte de vous retrouver en live public comme privé, et d'ici là, je vous dis bonne peinture, bon jeu, et surtout merci. Merci 1000 fois à tous ceux qui ont aidé de près ou de loin à organiser ce week-end que je n'oublierai jamais.